Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Cette première transatlantique que j'ai vécue a été un moment de grâce. Dans le sport, on dit le flow. Et c'est vraiment, j'étais presque égoïste de bonheur. Mon mari Tanguy, dont je suis pourtant très amoureuse, j'y pensais même pas à lui. Vraiment, j'étais juste sur mon bateau toute seule. C'est une course qui est sans moyen de communication, donc très spécifique. Ça n'arrive plus dans nos temps modernes de ne parler à personne. Et c'était le cas sur mon bateau et j'ai adoré ça. Un Vendée Globe dans une famille, c'est déjà beaucoup. 2 Vendée Globe dans une famille, c'est vraiment énorme. Plus l'accueil d'une petite fille, une maternité et tout. Ça faisait vraiment beaucoup. Il y a des moments qui peuvent être durs. Moi, je pense que j'étais assez naïve avant ça, plutôt du style à imaginer que tout le monde est gentil. J'ai vécu pas mal de désillusions parce que quand je me suis fait écarter, c'était lié à ma maternité. Je représentais un risque que mon sponsor voulait pas prendre. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois la navigatrice Clarisse Kremer, revenue il y a quelques semaines de son 2e Vendée Globe. Bonjour Clarisse. Bonjour Aude. D'où vous vient votre passion pour la voile, Clarisse ? D'assez loin, parce que c'est d'abord une passion pour la nature. Moins active, plus contemplative. C'est de mes grands-parents, je pense que je tiens ça, qui vivaient au bord de l'eau et qui m'ont toujours appris à admirer la mer, à vraiment m'extasier devant les belles lumières qu'on pouvait voir au bord de l'océan. Et ensuite, d'une façon plus concrète, un peu de mon mari quand même, Tanguy Le Turquet. Quand on s'est rencontrés, on avait 21 ans. Lui, il était skipper professionnel. Moi, j'étais étudiante en école de commerce. Il rêvait d'une course qui s'appelait la Mini Transat, une transat sur des petits bateaux de 6,50 m. Et donc, je l'ai accompagné dans ses premières aventures de course au large. Et tant et si bien que moi-même, j'ai eu envie de faire la même chose. Et j'ai fait cette même course en 2017. Et de là, m'est né le virus qui m'a pas quittée jusqu'ici. Vous avez d'abord eu un parcours assez classique, des très belles études à HEC, vous avez monté une start-up et puis vous avez vraiment définitivement basculé. Quel a été le déclic où vous vous êtes dit « je vais changer de vie et la voile va devenir mon univers » ? Ça s'est fait dans la douleur. Il y avait probablement une partie de moi qui sentait que j'étais pas à ma place et que ça me convenait pas ce que j'étais en train de faire, alors que pourtant les choses se passaient bien. Je crée ma boîte avec mon frère, on s'entend hyper bien. Mais du jour au lendemain, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out et incapable de bosser sur ma start-up, alors que c'était quelque chose, je bossais peut-être 60 heures par semaine dessus. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me poser peut-être les bonnes questions, où j'ai commencé à me mettre en mouvement, à venir déménager en Bretagne, à changer un peu de métier et finalement à me lancer dans ce premier projet de Mini Transat. Il a fallu que mon corps parle à ma place. À quoi ça ressemble la vie d'une jeune navigatrice quand on a encore tout à prouver ? Mon premier projet de course au large, c'était pas du tout pour faire carrière en fait. Dans ma tête, j'allais revenir à mon métier plus classique. C'était une parenthèse comme d'autres vont faire un voyage ou ont la chance de vivre une grande aventure sportive ou peu importe. J'avais beaucoup de liberté. C'était avec juste la joie de la découverte, la curiosité. C'est des projets qui, malgré tout, prennent du temps. Pendant 2 ans, même si je travaillais encore un peu à côté pour gagner ma croûte, parce que j'étais pas professionnelle, en fait, j'apprenais à tous les niveaux. Donc, mes débuts dans la course au large, c'était de façon hyper libérée. Et c'était une découverte de moi-même, une découverte de ce sport. C'était probablement que je l'idéalise un petit peu maintenant avec le recul, mais j'allais de réjouissance en réjouissance. Et cette première transatlantique que j'ai vécue a été un moment de grâce. Dans le sport, on dit le flow. Et c'est vraiment, j'étais presque égoïste de bonheur. Mon mari Tanguy, dont je suis pourtant très amoureuse, j'y pensais même pas à lui. Vraiment, j'étais juste sur mon bateau toute seule. C'est une course qui est sans moyen de communication, donc très spécifique. Ça n'arrive plus dans nos temps modernes de ne parler à personne. Et c'était le cas sur mon bateau et j'ai adoré ça. Et vous êtes arrivée 2e ? Arrivée 2e, oui. Et ensuite, comment est-ce que tout s'est enchaîné ? C'est là que vous avez été repérée ?
Il s'en est suivi une période un peu charnière où justement, comme j'avais dit avant que j'allais retourner à un métier plus classique, il a fallu assumer l'idée qu'en fait j'avais peut-être envie de continuer. À l'époque, j'étais encore une fois pas professionnelle dans le sens où ça me permettait pas de gagner ma vie. Et donc il y a eu une année un peu charnière avec beaucoup de navigation, plein de questionnements, du boulot à côté pour gagner ma vie. Et puis finalement, j'ai eu un sponsor qui est venu me proposer, chose inouïe dans le monde de la voile, fin 2018, de venir faire le Vendée Globe 2020, donc l'Everest. Enfin voilà, moi j'étais encore un petit pousset. J'avais décidé déjà de poursuivre et d'essayer de devenir professionnelle. J'avais un autre sponsor qui m'avait fait confiance pour des courses de moindre ampleur. Et là, on me proposait sur un plateau un truc complètement exceptionnel. Et donc ça a été un accélérateur énorme dans ma carrière. Ce premier Vendée Globe, qu'est-ce que vous en retenez? Quel est le grand moment qui vous a marqué? Émotionnellement, ça a été très difficile, mais j'en retire avant tout des moments de joie hyper intenses qui étaient là quotidiennement, d'une espèce de symbiose avec la nature, avec mon élément. Et c'est très difficile à expliquer parce que j'en bavais, je me suis beaucoup plaint et en même temps, jamais je remettais en question là où j'étais. J'ai même pas envisagé, ça m'a même pas traversé l'esprit une demi-seconde d'abandonner. Et par contre, je me reprojetais déjà dans un futur Vendée Globe où je me disais, j'apprends tellement de choses, j'arrivais à mettre le doigt sur tout ce que j'allais pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et donc, énormément de moments de joie, en fait. C'est surtout ça que je retiens. Après ce premier Vendée Globe, vous avez subi des épisodes plus difficiles. Vous avez été écarté par votre précédent sponsor et ensuite vous avez été accusé de tricherie. Maintenant que c'est derrière vous, tout ça, quel regard vous portez sur ces épisodes vraiment difficiles? Dans une carrière, il y a des moments qui peuvent être durs. Moi, je pense que j'étais assez naïve avant ça, plutôt du style à imaginer que tout le monde est gentil. J'ai vécu pas mal de désillusions parce que quand je me suis fait écarter, c'était lié à ma maternité. Je représentais un risque que mon sponsor ne voulait pas prendre. Et en même temps, finalement, ça a été une opportunité, notamment la rencontre avec le sponsor suivant, l'Occitane en Provence. Où, en fait, ça fait du bien, c'est hyper réconfortant d'être avec des gens. En fait, moi, j'ai un besoin viscéral, presque maladif de transparence et d'authenticité qui me cause parfois des soucis parce que notre monde ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Avec ce sponsor, avec l'Occitane, du coup, quand un château de cartes s'effondre, finalement, c'est faire table rase, ça permet aussi de reposer les choses avec son fonctionnement, ses valeurs. Et donc, ça a été ça. Donc, ce que j'en retiens, finalement, ça a été... Alors, c'était pas du tout rose, hein, donc c'est pas que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. J'ai un peu de mal avec cette phrase-là. Mais malgré tout, ça a été des opportunités, des rencontres qui m'ont forgé aujourd'hui et qui m'ont fait grandir d'une façon très accélérée. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, après mon deuxième Vendée Globe, j'ai besoin d'un temps de pause et de respiration parce que ces 4 années ont été extrêmement intenses avec parfois des déséquilibres de vie personnelle un peu forts parce que juste physiquement, il n'y a que 24 heures dans une journée et que quand il faut tout gérer de front, ça fait un peu too much. Avant de parler de cette renaissance avec l'Occitane, je voudrais vous parler de la naissance de votre fille, Mathilda. Oui. Votre mari n'était pas là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que ça a changé votre vision de la voile, de votre carrière, de la vie de manière générale? C'est rigolo parce que mon mari n'était pas là alors qu'on était du style à dire « je comprends pas » parce que dans notre métier, forcément, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent à être loin de leur femme au moment d'un accouchement ou dans des moments charnières. Et on était du style à dire « oh là là, mais nous, jamais on fera ça, c'est trop important, c'est unique dans une vie ». Et bam, il se trouve que c'était pendant une route du Rhum un peu, très importante pour Tanguy parce qu'elle était qualificative pour le Vendée Globe 2024 et lui aussi participait au Vendée Globe. Donc ça mettait en péril son projet s'il n'y participait pas et s'est retrouvé, on a toujours le choix dans la vie, mais en l'occurrence, on a fait ce choix qu'il aille faire la route du Rhum. Et donc c'était un moment un peu particulier qu'il ne soit pas là. Il a rencontré sa fille quand elle avait 9 jours. C'est assez marrant parce que c'est une des choses quand j'ai dit après mon Vendée Globe 2020 que je voulais à la fois poursuivre dans cette carrière, faire les choses même de façon plus performante, plus ambitieuse et devenir maman. Une des peurs, c'est mais après devenue maman, tu seras plus la même, tu voudras plus faire ça. Moi, j'ai vu ma femme, ceci, cela. Et donc, j'avais un peu intériorisé cette idée-là. Je sentais bien au fond de moi que j'avais envie de continuer ces projets, mais j'avais un peu intériorisé cette idée que le lendemain de l'accouchement, une révélation allait me tomber dessus, comme quoi vraiment il fallait que je change de carrière et tout ça. Et en fait, moi, la maternité, ce que j'ai ressenti, c'est j'ai pas eu l'impression d'avoir fondamentalement changé. J'ai plus l'impression que quelque chose est venu s'ajouter dans ma vie. C'est un peu tarte à la crème, mais plein de joie, plein d'amour, alors aussi plein de fatigue, plein de questions, parce que c'est un parcours où on sait pas trop où on met les pieds quand on devient maman. Il y a un petit côté tiraillement, parce que je ressens très fort l'amour maternel, mais en même temps, j'ai ce besoin de partir en mer, j'ai ce besoin de continuer mon métier. Je vois plus comme une addition qu'un bouleversement profond.
Avec votre nouveau sponsor, donc l'Occitane en Provence, vous avez pu prendre le départ du Vendée Globe, que vous avez fini à la 11e position. Là encore, je voudrais vous demander, c'est la même question, mais s'il y avait un moment à retenir, lequel ce serait ? Alors, c'est pas un passage très théâtral, parce que j'ai beaucoup parlé justement du 1er janvier, où j'ai vu après le Cap Horn plein d'albatros, de dauphins, c'était absolument magnifique. Il y a des moments plus difficiles où j'étais contente de réussir à rebondir, à réparer. Il y a eu effectivement cette arrivée incroyable, parce que je suis pas arrivée au Sable d'Olonne, je suis arrivée à La Rochelle, ce qui est quand même inouï dans un Vendée Globe qui, par définition, est très très lié à cette ville des Sables d'Olonne. Je pense que le passage, pour moi, qui a été un tournant, ça a été quelques jours après le départ. C'est une petite période de 24-48 heures où je me suis dit, j'ai bien fait de m'être battue, quoi. En fait, je suis là, je suis à ma place, je suis heureuse, la mer est ma médecine. Et en fait, j'ai aucun regret. Et chaque journée en plus en mer, à partir de maintenant, je me rends compte que c'est juste un cadeau. Qu'il peut m'arriver n'importe quoi, même si j'abandonne demain, oui, ça sera dur, mais j'aurais tout gagné, quoi. C'est ça qui a déterminé mon Vendée Globe après, parce que même si c'était pas magique, il y a des moments qui ont été difficiles, j'ai eu des moments de doute, de fatigue, de désespoir. À partir de ça, s'en est découlé un sentiment de sérénité qui était très très différent de ce que j'ai vécu sur mon précédent tour du monde. À quoi ça ressemble la vie dans un Vendée Globe, sur un bateau, en solitaire, pendant 77 jours en l'occurrence ? Alors là, c'est la question qui tue, parce que c'est très difficile de décrire notre quotidien, parce que par essence, il se passe des choses non prévues toute la journée. C'est ça qui est d'ailleurs difficile, c'est la gestion de l'incertitude. Le cerveau humain a besoin de rituels, a besoin de discipline. Le bateau aussi a besoin de discipline. Chaque manœuvre, c'est une liste de choses à faire et il ne faut pas en oublier une seule, sinon c'est des gros bateaux avec beaucoup de charges dans chaque bout, dans chaque système, donc on peut vraiment tout casser. Et donc, on essaye de se tenir. Le corps a besoin de ça. 3 repas par jour, un certain nombre de calories. On fait beaucoup de stratégies. Donc, on télécharge des fichiers météo. On passe beaucoup de temps, ce qui n'est pas forcément intuitif, derrière un ordinateur pour réfléchir à nos trajectoires. On remet tout le temps en question ces trajectoires parce que le fichier météo n'est pas parfait, parce que finalement, on va adapter telle ou telle manœuvre. On passe du temps à écouter notre bateau, à aller le vérifier dès que les conditions le permettent. C'est des quotidiens extrêmement remplis. Une question qu'on me pose souvent dans les classes, souvent de primaire auxquelles je vais rendre visite, c'est « est-ce que tu t'ennuies ?» Et en fait, sur ces bateaux-là, l'ennui est une bonne nouvelle. Si on s'ennuie, c'est que tout va bien. Et c'est assez rare de s'ennuyer parce qu'en fait, si on a mangé, dormi, qu'on a pris soin de soi, pris soin de son bateau, qu'on a fait le bon temps pour déterminer une stratégie et tout, en fait, il y a presque 24 heures qui se sont écoulées déjà, quoi. Quel effet cela vous a fait de retrouver Mathilda à votre arrivée, justement, après 77 jours d'absence ? C'était un truc de dingue parce que depuis qu'elle est née, avant même qu'elle soit née, j'avais en tête ce projet de Vendée Globe 2024. Je me rends compte maintenant que toute notre vie partagée, j'avais cette espèce de lourdeur au fond du cœur de « Ah, je vais la quitter pendant 2 mois et demi, quelle maman horrible je suis ». Il y avait une part de culpabilité quand même que je suis obligée d'admettre parce que c'est un métier passion, c'est un métier privilège. On ne va rien produire pour l'humanité de concret, on ne va pas sauver le monde, etc. Et donc, il n'y a que moi qui décide d'aller me mettre dans cette situation, a fortiori de la mettre elle aussi dans cette situation, d'être laissée en plus par ses 2 parents parce que mon mari Tanguy aussi partait sur Vendée Globe. Donc voilà, ça fait un terreau pour une certaine forme de culpabilité. Mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, je me suis sentie vraiment bien en mer sur ce Vendée Globe, assez sereine. J'avais mis un peu de côté le manque, c'est-à-dire que oui, je pensais à Mathilda très régulièrement, très souvent. Oui, d'une certaine façon, elle me manquait un peu, mais quand je pensais à elle, c'était avant tout un sentiment de joie et d'amour, de gratitude de savoir qu'elle existait dans ma vie. J'avais une confiance infinie envers en particulier ma belle-sœur qui la gardait à la maison. Cette impatience de la retrouver n'est arrivée que dans les derniers jours en fait, du Vendée Globe, dès lors que je me suis projetée dans les retrouvailles. Avant ça, en fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui s'interdisait de penser à ça, parce que sur un bateau, il faut être concentré sur l'instant présent. Et donc les retrouvailles, c'était trop beau pour elle, vrai, parce que je m'étais interdite en fait de me projeter là-dedans. Et là, c'était en train d'arriver. Et je réalise que ça y est, c'est possible, elle est là. Et en plus, elle avait beaucoup grandi à cet âge-là. Elle a 2 ans. Forcément, ça évolue très vite. Et donc, c'était beaucoup d'étonnements, beaucoup de surprises mutuelles, je pense. Je me suis rendu compte de soulagement a posteriori. Et vous retrouvailles avec votre conjoint, justement, quelques jours plus tard. À quoi ça ressemble quand on retrouve son mari après 80, 87, 90 jours en mer ? On a une drôle de vie parce qu'en fait, ça fait 3 Vendée Globe dans notre famille au cumulé entre nous deux. Et on a beau chérir le côté exceptionnel de ces aventures, on ne peut pas s'empêcher de le faire basculer dans la normalité. Et Tanguy me l'a pas reproché parce que c'est pas le bon mot, mais
C'est vrai que moi je revenais de 2 Vendée Globe et lui il arrivait d'un Vendée Globe et il y avait ce côté un peu il rentre du boulot quoi. Et j'étais hyper fière de lui, hyper heureuse pour lui qu'il arrive au bout de son rêve, mais on s'habitue tellement à ces aventures extraordinaires, même si ça reste des choses exceptionnelles dans une vie. Et j'étais juste contente de voir ma famille réunie. Il y avait ce côté soulagement, il y avait ce côté juste joie des retrouvailles, mais peut-être pas ce côté émerveillement qu'on peut avoir peut-être si on n'est pas nous-mêmes navigateurs et qu'on accueille son mari. Il y a peut-être ce côté-là. Justement, comment est-ce qu'on fait coexister des vies de marins, de couples, de parents? Et est-ce qu'il y a de la compétition entre vous deux? Il y a de la compétition entre nous deux avec le sens de l'humour, c'est-à-dire qu'on en rigole beaucoup parce que ça fait rire les autres. En fait, ce qui est chouette dans la course au large, c'est qu'il y a 1001 façons d'être un bon marin, il y a 1001 parcours au départ d'un Vendée Globe, il y a des bateaux de tout âge, de toute génération, il y a des objectifs qui sont très différents. C'est une des rares courses où on peut, sans hypocrisie, ne pas dire qu'on y va pour gagner, parce que c'est une aventure aussi de finir un tour du monde. Et c'était ça avec Tanguy, lui c'était son premier Vendée Globe, moi mon deuxième, on avait des bateaux de générations très différentes, des objectifs très différents, des projets très différents. Et il y a 40 concurrents, et donc on n'est pas que tous les deux l'un contre l'autre, et surtout, sur un Vendée, pour que ça soit réussi, alors certes, on s'observe les uns les autres en termes de stratégie, mais en fait, il faut surtout se concentrer sur soi, et sur ce qu'on fait de bien et de pas bien, ne pas faire de bêtises, faire les bons choix météo. Ça passe pas par regarder les autres. Et donc, c'est ça qui est assez sain dans notre sport, c'est que oui, il y a des concurrents, mais il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on fait soi. Comment est-ce qu'on se réacclimate à une vie normale après un Vendée Globe? Et ça prend un petit peu de temps. Je pense qu'encore aujourd'hui, on n'est pas tout à fait acclimaté à une vie normale. Il y a aussi le fait de retrouver justement une vie de couple, une vie de famille un peu plus posée, un peu moins trépidante, parce que c'était 4 années là, de préparation pour ce Vendée assez lourde. Un Vendée Globe dans une famille, c'est déjà beaucoup. 2 Vendée Globe dans une famille, c'est vraiment énorme. Plus l'accueil d'une petite fille, une maternité et tout. Ça faisait vraiment beaucoup. Donc il faut se laisser du temps. Ma belle-sœur a habité avec nous pendant 2 ans, justement dans cette idée qu'elle soit un véritable 3e parent pour notre petite fille et que quand nous, on se retirait de la maison pour que Mathilda, ça soit le plus fluide et le plus naturel possible, on était jamais juste avec la cellule familiale la plus petite pendant 2 ans. Et donc là, pour la première fois, on se retrouve juste tous les 3. Donc c'est chouette aussi de se retrouver, mais il faut un temps d'adaptation et c'est pas magique. Quels sont vos prochains objectifs à la fois personnels et professionnels? J'ai toujours cet appel de la mer, c'est presque une drogue, c'est quelque chose qui m'anime. C'est une chance infinie d'avoir ça comme métier, mais ça vient avec ce que je disais juste avant, des intensités de quotidien qui sont parfois difficiles à vivre et qui peuvent être dangereuses pour un équilibre de famille, un équilibre personnel. Donc c'est pour ça que je suis en plein questionnement, mais donc j'ai pas d'objectif précis à ce stade à délivrer. Aujourd'hui, quelles causes vous tiennent le plus à cœur? C'est vrai que quelque chose qui m'a collé au corps, qui s'est imposé à moi, que j'ai pas forcément choisi, c'est une certaine forme de cause des femmes. D'égalité homme-femme. D'égalité homme-femme. À mon insu, je suis devenue un peu un exemple de combat. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime parce que moi, je suis pas quelqu'un de résigné. Je remets souvent en question le statu quo. Les phrases du style « c'est comme ça », c'est des choses que j'ai du mal à entendre. Et du coup, ça m'est assez naturel de remettre en question ce genre de situation. Et donc, il n'y a pas beaucoup de précédents en fait, dans mon univers de la course au large de femmes qui, à la fois, cherchent la performance et veulent poursuivre leur carrière et veulent aussi une vie de famille. Je l'ai pas toujours bien fait parce que j'aime pas le conflit, j'aime pas me retrouver dans des situations délicates humainement. Par la force des choses, je me suis retrouvée avec cette cause-là à travailler avec des portes un peu à défoncer. Oui. Une toute autre cause, je crois savoir que vous êtes la marraine de Lazare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Lazare, c'est une très 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 belle association qui crée des colocations entre des jeunes actifs et des personnes qui ont connu la galère, donc souvent des gens qui ont été sans abri. Avec cette hypothèse qui est plus qu'une hypothèse, qui est probablement une vérité, que ce qu'il faut, c'est pas un toit sur la tête uniquement, mais du lien social, de l'amour, une famille même, ils utilisent ces mots qui sont assez forts. C'est eux qui sont venus me chercher en 2019 pour que je sois marraine de leur association. Au début, moi, je me disais, mais je veux surtout pas d'un faire-valoir, je veux pas faire ça pour faire joli et tout. Donc, je suis tout simplement allée dans une de leurs colocs à Nantes pour dîner avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que j'allais leur apporter des choses, mais c'était surtout eux qui allaient m'apporter quelque chose parce que c'est des parcours de vie, c'est une force d'une communauté qui est assez indicible. Et je suis hyper fière que Tanguy ait réussi, mon mari, à aller plus loin que moi puisque lui, il a carrément fait un Vendée Globe aux couleurs de Lazare. Et quand je vois le poids que ça a eu au sein de l'association, que ce soit pour lever des fonds, pour faire connaître leur message, qui est celui de changer notre regard sur les personnes de la rue, c'est pas seulement donner une pièce, c'est appeler les gens par leur prénom, leur demander leur prénom.
Ils disent souvent dans la rue, on est moins bien qu'une poubelle parce que les poubelles, on les cherche. Nous, on nous ignore. C'est des phrases hyper fortes comme ça qui nous font remettre en question notre regard parce que quand on bosse à Paris, dans une grande ville, on passe devant des gens. Ils font même pas partie du mobilier urbain puisqu'on ne les cherche pas. Donc je suis hyper fière qu'il ait réussi à faire porter ce message et je sais aussi que ça a eu un grand dynamisme au sein des colocs parce qu'ils cherchent ce lien et ça a donné un sujet de conversation et de fierté. Et c'est vrai que la voile a cette image de sport un peu de privilégié avec des financements importants. Et donc de l'associer à des personnes qui ont connu la galère, c'est un contre-pied qui est trop chouette. Justement, ce sport dont vous parlez, qui vous anime, que vous adorez, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui voudrait se lancer dans ce sport-là, dans ce monde-là, puis qui hésiterait peut-être ? J'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle « J'y vais mais j'ai peur ». Donc déjà, si on a des peurs, des inquiétudes, c'est normal. Surtout ne pas attendre d'avoir la réponse à toutes ces questions, ne pas attendre des certitudes pour se lancer. Ça, c'est vraiment un mal que je vois beaucoup de vouloir faire quelque chose selon un plan trop défini. Il faut surtout pas vouloir faire comme les autres. Donc faire à ses façons, avec ses propres sources personnelles de motivation qui sont pas celles du voisin. Et ensuite, en tant que femme, pas forcément accepter certaines situations, accepter les laisser comme ça et continuer d'avancer, quoi. Il est déjà l'heure de notre dernière question, notre question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? J'ai une très bonne amie, Alice, qui est pas du tout une personne publique, qui a fait le même collège-lycée que moi, la même prépa que moi, mais en BCPST, qui a fait l'agro, qui était dans un cheminement assez classique. Enfin voilà, elle a fait du conseil en RSE. Voilà. C'est quelqu'un qui, de l'extérieur, on peut se dire, qui est assez discrète, qui prend pas toujours beaucoup de place. Et puis tout d'un coup, elle s'est engagée dans une association qui s'appelle Le Choix de l'école. Et elle est devenue prof de maths. Je l'imaginais absolument pas, prof de maths dans une zone d'éducation prioritaire. Je me dis, elle va se faire mais bouffer. Et en fait, ça a été une révélation pour elle. Elle a grandi avec ses élèves, elle s'est battue dans des moments parfois difficiles aussi. Et aujourd'hui, maintenant, elle est devenue véritablement prof de maths. Donc, elle a déménagé en Bretagne, à Lorient. C'est une engagée parce que pour moi, l'éducation, c'est des personnes qu'on met pas toujours en valeur parce que c'est des parcours, elle est prof de maths. Enfin, dit comme ça paraît pas exceptionnel. Moi, on me dit, navigatrice, tout de suite, ça fait rêver les gens. Cet engagement, cette vocation qu'elle a, je trouve ça juste trop chouette. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, alors que c'est vu comme un métier classique. Et donc voilà, je pense que ça serait elle, mon engagée. Merci Clarisse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL.